Mémoire traumatique, je vais commencer pendant 2 minutes par 2, 3 définitions pour qu'on sache à peu près de quoi on parle. Schématiquement, la mémoire saine est évolutive, c'est-à-dire qu'elle change selon notre âge et selon notre contexte. Alors que la mémoire traumatique est figée, prisonnière du passé, fixée à un drame, à une tragédie, à un événement, à une image qui s'impose à nous et qui revient la nuit sous forme de cauchemar. C'est ce qui définit presque le syndrome psychotraumatique. Une image qui fixée, qui n'évolue pas, qui capture notre monde mental et qui nous soumet. Alors, schématiquement, l'essentiel est dit. Alors maintenant, mémoire saine. Il y a la mémoire procédurale, c'est-à-dire celle qui est l'habileté du corps. La procédure, c'est la mémoire du corps, c'est l'habileté relationnelle, c'est la mémoire du ski, c'est la mémoire du vélo. On apprend, ça s'inscrit dans notre mémoire et on ne s'en rend même pas compte. Alors que la mémoire épisodique, c'est celle des scripts, comme dans un film. On voit un épisode se passer. Ah oui, je me rappelle quand j'étais au sport d'hiver, j'ai failli tomber me cogner contre un arbre. Voilà, ça c'est une mémoire épisodique, alors que la mémoire sémantique, c'est la mémoire des mots qui n'est pas associée à une image. J'ai la mémoire de moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais nul en maths. J'étais nul en mathématiques et il n'y a pas d'image associée à cette mémoire des mots. Alors voilà, très schématiquement, c'est à peu près ça. Donc ça veut dire on dit la mémoire, on a tort, on devrait dire les mémoires. Puisqu'il y a des mémoires d'image, il y a des mémoires procédurales, il y a des mémoires du corps, il y a des mémoires, il y a des traces de mémoire sans souvenir. Alors ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, la mémoire traumatique, elle est très très différente. C'est qu'il m'est arrivé un malheur dans ma vie. L'image du malheur se fixe en moi. J'y pense dans la journée. Tout ce que je perçois rappelle ma mémoire, mon malheur. Et la nuit, ça me revient sous forme de cauchemar. Mon monde mental est pris par ce malheur. L'expression courante, elle dit bien ce qu'il faut dire. Je m'en sors pas. Alors, c'est vrai que dans cette mémoire traumatique, schématiquement, je parlais syndrome psychotraumatique, et vous remarquerez que je vais essayer de ne jamais employer le mot stress, comme le font les Américains. Les Américains parlent de stress post-traumatique, et nous, dans nos groupes de recherche, on pense que le mot stress n'a pas sa place. Parce que quand on est en agonie psychologique, on n'est pas stressé, et que le stress est une preuve de vie, même si ce n'est pas toujours facile. On est vivant si on est stressé. Et les gens en coma ou les gens morts ne sont plus stressés. Donc, comme cette image fixe notre mémoire, l'empêche de métaboliser, l'empêche d'évoluer, je n'emploierai pas le mot de stress. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand un malheur nous arrive, on est dans un premier temps KO. Knockout, sidéré. On croit, l'image qu'on donne de nous aux autres, c'est tiens, il souffre pas. Ben non, on souffre pas, on est KO. On est en agonie, psychique, on est KO. Alors, très progressivement, la mémoire traumatique se met en place, l'image et, comme disent les psychanalystes, la répétition se met en place. Je pense à ça. Et cette mémoire est intrusive parce que je ne peux pas y échapper. Elle s'impose à moi, je ne peux pas y échapper. Dernière définition, il faut distinguer l'épreuve et le trauma. Alors, dans l'épreuve, dans la salle, 50% des gens, d'après l'OMS, d'après nos enquêtes, ont eu un traumatisme dans leur vie. Alors que 100% des gens dans la salle ont eu des épreuves. C'est-à-dire, mais dans l'épreuve, je stresse, alors là je stresse dans l'épreuve. Je stresse, je dors mal, je me sens pas bien, j'ai des angoisses, mais je vais affronter pour reprendre mon chemin. C'est-à-dire que après une épreuve, on a eu un moment difficile, on affronte, je le redis, je souligne, on reprend son chemin. Alors que dans le traumatisme, c'est pas ça du tout. On est KO, on est sidéré, une image intrusive s'impose à nous, on est en agonie.
psychique, c'est-à-dire que la mémoire n'est plus saine, elle n'est plus évolutive, et si la vie revient en nous, ce n'est plus le même chemin. La mémoire, le trauma nous a déviés de notre chemin, c'est un autre développement qui va se remettre en place, et là, je suis dans la mémoire traumatique. Anna Freud disait déjà, il faut distinguer, Anna Freud c'est la fille de papa, c'est-à-dire que les deux sont connus. Et Anna Freud disait déjà, il faut distinguer le trauma et le traumatisme. Et je trouve que cette distinction est bien, elle est pertinente, parce que le trauma, c'est le coup. On a tous reçu des coups. Et le traumatisme, c'est la représentation du coup. C'est l'idée qu'on se fait de ce qui nous est arrivé. Et dans ce cas-là, ça dépend du moment du coup et du contexte du coup et du contexte du moment où on parle. C'est-à-dire que là, je suis dans la définition de la représentation. Alors, voilà ici, j'ai schématisé très rapidement pour qu'on sache à peu près de quoi on parle. Alors maintenant, on va faire une régulation, une ontogenèse, c'est-à-dire comment la mémoire se développe, notre mémoire se développe, et je devrais partir de la mémoire intra-utérine, parce qu'il y a une mémoire intra-utérine, il y a des apprentissages intra-utérins. On le sait, notamment les Belges le savent, parce que je cite souvent Éliane Noireau. Et Éliane Noireau, je rappelle cette observation dirigée, qui est très simple. Alors, c'est parti de Saint-Raphaël. L'idée, c'est un dentiste qui habite près de chez moi, Feijo. On avait fait un petit groupe, et je fais partie de la génération où nos enseignants nous apprenaient que un enfant ne peut penser que lorsque la parole se met en place. Donc on nous disait, tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre et il ne peut rien apprendre. Alors les mères nous disaient, vous savez, moi il me semble bien que mon bébé, il a déjà appris 2-3 choses, il a déjà fait des progrès, il sait reconnaître les visages dès l'âge de 2 mois, il commence déjà à reconnaître des sourires, à répondre. J'ai l'impression qu'il comprend des tas de choses. Madame, vous n'êtes pas diplômée, moi j'ai un diplôme, votre bébé ne pourra comprendre que le jour où il parlera. On sait maintenant que c'est un non-sens, et on sait maintenant que la parole est un processus graduel qui commence dans l'utérus. C'est-à-dire que déjà dans l'utérus, les basses fréquences de la voix familiarisent le bébé avec une information sensorielle. À ce stade du développement, la parole est un objet sensoriel. Les basses fréquences sont très bien transmises dans l'utérus par le corps de la mère et surtout par le liquide amniotique, parce que dans l'eau, les basses fréquences sont transmises comme un toucher. Et le bébé reconnaît, quand il arrive au monde, le bébé reconnaît les basses fréquences de la voix de sa mère. Il vit déjà dans un monde familier, et pour parler de familiarité, il faut qu'il y ait un processus de mémoire. Si c'est familier, c'est qu'il y a un processus de mémoire. Si c'est non familier, c'est que c'est la première fois que ça arrive. Donc il n'y a pas de processus de mémoire. Or, il peut y avoir des traumas intra-utérins, c'est-à-dire que déjà, quand la mère est stressée, alors là je parle de stress, ça transmet quelque chose au bébé. Et je rappelle le travail de Shaul Harel, qui est un ami d'Izzy Pelk, qui est professeur à Bruxelles. Et Shaul Harel travaille à Tel Aviv, et on s'est rencontrés souvent pour mettre au point un programme d'observation. Shaul Harel a recueilli 170 femmes enceintes qui, à Tel Aviv, consultaient pour syndrome psychotraumatique, femmes israéliennes et femmes palestiniennes, parce que les syndromes psychotraumatiques dans ces pays-là, ça ne manque pas. Et ces femmes enceintes consultaient parce que leur mémoire était prisonnière d'une horreur. Elles pensaient qu'elles étaient enceintes avec leur mémoire prisonnière d'une horreur. Tous les bébés qu'elles ont mis au monde avaient un retard staturo-pondéral. Et lorsque Shaul a fait des scanners à ces bébés, ils avaient tous un périmètre crânien, je crois me rappeler,
de 24% inférieur à la population générale, un poids inférieur de 50% à la population générale, et au scanner, ils avaient tous une atrophie fronto-limbique.